de on va inviter par les Tularemie pour débuter cette journée régionale. Effectivement, c'est un sujet qui est assez d'actualité parce qu'on a une incidence qui augmente pas mal sur les dernières années, comme on va le voir. Donc la tularemie, c'est une zoonose qui est liée à une bactérie, Francisella tularensis, découverte en 1909, nommée initialement Bacterium tularense parce qu'elle a été découverte dans le comté de Tulare en Californie. Et puis beaucoup de travaux dans les années suivantes pour décrire la maladie humaine, notamment par Édouard Francis, qui a ensuite donné son nom à Francisella. La bactérie est endémique dans tout l'hémisphère nord, avec en Europe principalement des cas en Suède et Finlande, mais on va voir que l'épidémiologie est très changeante. C'est un cocobacille à gram négatif avec une croissance intracellulaire facultative et qui a 4 ou 3 sous-espèces. Il y en a une qui est classée parfois à part, parfois dans comme sous-espèce de Francisella tularensis. Dans tous les cas, il n'y en a que 2 qui sont pertinentes en clinique humaine puisqu'elles sont responsables de la tularemie. Aux États-Unis, Francisella tularensis de type A, donc la sous-espèce tularensis qui est responsable de formes sévères. Et en Europe, Francisella tularensis de type B, la sous-espèce Holarctica qui donne des formes plutôt bénignes. Donc on voit la répartition géographique partout dans l'hémisphère nord, quelques cas maintenant dans certains pays de l'hémisphère sud. Du tularensis aux États-Unis, un peu également d'Holarctica et en Europe, partout essentiellement de l'Holarctica et puis quelque chose dont je ne parlerai pas qui sont les Francisella laïque endosymbiontes. Mais voilà, donc une espèce, une dichotomie dans la répartition des espèces. C'est une maladie qui est principalement animale, qui atteint l'homme accidentellement et il n'y a pas de transmission interhumaine, pas de précaution particulière à prendre en termes de risque de transmission. Et c'est une bactérie qui touche énormément d'espèces puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 300 espèces animales qui peuvent être touchées par la bactérie. Du coup, le réservoir est très large. Il y a plein d'animaux qui peuvent être porteurs de la bactérie. Le réservoir principal sont les lagomorphes et les rongeurs, et également beaucoup d'arthropodes contaminés, porteurs et transmetteurs de la bactérie. Des tiques, des moustiques, des mouches, et initialement, ça avait été découvert aux États-Unis dans les mouches d'État. C'est une bactérie qui est par ailleurs très résistante dans l'environnement et qui peut survivre pendant des semaines dans l'eau, dans le sol ou dans les carcasses d'animaux. Avec 2 cycles principaux, un cycle terrestre qui concerne la tularemie type A, donc sous-espèce tularensis, et puis un cycle aquatique, le type B, donc l'Holarctica, avec dans le cycle terrestre une circulation surtout dans les populations de lièvres avec une dissémination vectorielle et également une dissémination directe par contact entre les animaux et l'homme, donc transmission par les tiques et les mouches, et puis dans le cycle aquatique, un passage par les eaux qui sont contaminées essentiellement par des carcasses d'animaux, avec la bactérie qui peut survivre de manière très prolongée, jusqu'à 70 jours dans l'eau, par différentes méthodes, dans du biofilm, en association à des amibes libres, en association aux larves de moustiques, etc. Et puis, par le biais de ce réservoir, il y a une retransmission qui se fait vers les rongeurs, vers l'homme éventuellement directement par l'eau, et puis une transmission à l'homme par les petits mammifères et les tiques. Et donc, la transmission vectorielle, finalement, a été identifiée dès les premières descriptions de la tularemie. C'est comme ça qu'a été découverte la bactérie et qu'on a ensuite décrit la maladie en rapportant une fièvre qui était retrouvée chez les gens qui étaient piqués par des mouches à la présence de Francisella tularensis. Mais l'importance de cette transmission vectorielle est extrêmement variable en fonction des endroits, des pays, de la géographie. Elle va beaucoup dépendre de l'abondance des vecteurs et de l'abondance des espèces hôtes de la bactérie. Aux États-Unis, la transmission vectorielle est particulièrement importante. En Europe, elle est également très présente en Suède, en Finlande et en Russie, avec
en Suède et en Finlande, une transmission qui se fait par les moustiques principalement. La transmission par les tiques existe aussi, elle est connue de longue date. Francisella tularensis s'est retrouvée dans l'intestin et dans les glandes salivaires des tiques, mais là aussi c'est très variable en fonction des pays, avec une prévalence en Europe du portage de la bactérie par les tiques qui est faible, qui est suivant dans les grandes enquêtes de recherche de Francisella tularensis dans les tiques, on va de 0 à 3% de tiques contaminées. Et la transmission par les tiques en Europe est considérée comme rare, alors qu'aux États-Unis, elle est considérée comme beaucoup plus fréquente et représente à peu près 50% des cas, avec une répartition des vecteurs qui est variable en fonction des États aux États-Unis, et donc une transmission qui va être là aussi variable en fonction de la géographie. Et le risque de transmission par la tique va dépendre de beaucoup de facteurs. L'espèce de tique, puisqu'il y en a certaines qui peuvent être vectrices et d'autres pas. Les sous-espèces de Francisella, certaines sous-espèces vont être plus facilement transmises que d'autres. Et puis l'efficacité de l'attachement, et il a été montré que les tiques qui étaient infectées par Francisella avaient un fitness qui était diminué, une durée de vie qui était plus limitée, une capacité à rester attachée qui était là aussi plus limitée. L'autre rôle probable de la tique dans la tularemie, c'est un rôle de réservoir qui est très probable, mais qui n'est pas étudié de manière extrêmement large. Et en tout cas, la bactérie peut passer d'un stade à l'autre du développement de la tique et rester de manière prolongée dans l'organisme de l'arthropode. Alors, comment est-ce que l'homme se contamine et attrape la tularemie? Il y a plusieurs modes de transmission possibles. Les différents modes de transmission vont être responsables de formes cliniques aussi différentes. Ça peut être un contact direct avec l'animal, et pendant longtemps, ça a été une maladie qui a été fréquente chez les chasseurs. Ça peut être un contact avec des déjections d'animaux infectés. Ça peut être, on l'a vu, des piqûres d'arthropodes, tiques, moustiques, mouches. Ça peut être par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. On a vu que la bactérie survivait longtemps dans l'eau, ou ça peut être par inhalation d'aérosols. Et la présentation clinique va dépendre de ces modes de contamination. L'incubation est assez courte, c'est 3 à 5 jours en général, même si ça peut être parfois un peu plus prolongé, avec un début ensuite de la symptomatologie qui va être assez brutal, avec un tableau pseudo-grippal assez classique, des fièvres, frissons, myalgie, asthénie, céphalée, des sueurs nocturnes notamment qui sont assez souvent rapportées, mais un tableau qui n'est pas particulièrement orientant pour le diagnostic, si ce n'est qu'il va en général se prolonger un peu plus qu'on l'attendrait d'un tableau grippal ou viral habituel. Et puis, l'expression clinique va dépendre du mode de contamination. Si la contamination se fait par voie transcutanée, on aura des formes ulcéroganglionnaires ou ganglionnaires. Si elle se fait par voie conjonctivale, c'est les formes oculoganglionnaires. Par voie digestive, les formes oropharyngées. Par voie respiratoire, les formes pulmonaires. Et puis, Je pense que c'est bon. Ça s'est mis en mode présentateur. Vous avez dû toucher à un bouton. Ça m'étonnerait. Parce qu'au départ, c'était pas mal apparemment. Je pense que vous entendez à nouveau tous. Je ne sais pas si on peut nous confirmer. Ouais, super, merci Julie. Ok. Donc je disais que voilà une photo de forme oropharyngée que j'ai prise dans un cas clinique publié récemment avec une angine bilatérale, une forme oculaire
avec une conjonctivite liée à l'inoculation directe, et puis des photos qu'on a prises chez nous, donc une forme ulcéroganglionnaire avec la porte d'entrée cutanée et puis l'adénopathie satellite, une forme pulmonaire avec l'aspect très hypermétabolique sur le TEP scan qui peut parfois faire dévier le diagnostic. Et puis les formes graves. Les formes graves, donc on l'a vu, c'est l'apanage des États-Unis, donc de Francisella tularensis de type A, sous-espèce tularensis, avec une présentation qui se fait sur un mode très septique et puis qui évolue en l'absence de traitement vers un état de choc, une coagulation intravasculaire disséminée, une détresse respiratoire, un coma, une défaillance multiviscérale et une mortalité qui peut être élevée jusqu'à 30 voire 60% rapportée dans certaines séries en l'absence de traitement rapide. Il y a 3 sous-espèces de Francisella tularensis de type A, 3 sous-populations, pardon. Sous-population 1A, 1B et la sous-population A2. Et celle qui cause les formes les plus sévères, c'est la population A1B, avec des tableaux parfois fulminants. Par ailleurs, la dose infectante pour causer une pathologie humaine est faible. Il y a besoin de moins de 10 bactéries pour déclencher l'infection chez l'homme. Et tout ça fait que c'est une bactérie qui est classée comme un agent potentiel de bioterrorisme parce qu'elle peut être transmise par aérosolisation ou contamination de l'eau, qui en a besoin de très peu pour déclencher l'infection et qu'elle peut donner des formes très sévères chez l'homme. Donc, elle est classée avec l'anthrax, le botulisme, etc., par le CDC dans les agents de bioterrorisme. Le diagnostic, je passe rapidement. Le gold standard, c'est la culture, mais il faut faire ça dans un laboratoire T3. C'est une croissance qui est lente, grosso modo une dizaine de jours. Il faut une culture prolongée. Et puis, l'identification est possible par le MALDI-TOF, mais uniquement via une base spécifique, une base biotox qui est soumise à autorisation. Donc, en culture, en général, on ne va pas forcément la trouver. Enfin, si on ne sait pas qu'on la cherche, il faudra quand même prévoir des cultures prolongées, etc. Donc, il faut quand même être un peu orienté. Et le plus souvent, le diagnostic va reposer sur la sérologie, avec des anticorps qui deviennent détectables 10-20 jours au minimum en post-infection, pour considérer qu'une sérologie est positive, soit on a un titre isolé élevé, au moins à 160, soit il faut avoir une séroconversion ou une élévation du titre d'un facteur 4 sur 2 sérums pris à au moins 15 jours d'intervalle. Et la PCR, donc Francisella tularensis, directement sur les tissus, que ce soit les ganglions, le LBA, etc., permet également un diagnostic rapide par rapport à la culture. Le traitement, donc il y a plusieurs antibiotiques qui sont actifs. Je passe assez rapidement. Donc les aminosides, mais qui sont surtout réservés aux formes sévères. Les cyclines et les fluoroquinolones qui sont utilisés en pratique clinique en France, avec ciprofloxacine et lévofloxacine qui sont à privilégier puisqu'elles ont les meilleurs CMI, et puis le chloramphénicol. Sur une étude publiée il y a 4 ans par le CNR, il n'y avait aucune résistance retrouvée à ces antibiotiques sur des souches de Francisella tularensis solartica qui avaient été identifiées au CNR, 59 souches, aucune résistance. Donc les formes sévères, gentamicine ou streptomycine, les formes plus modérées, ciprofloxacine ou doxycycline, avec une durée habituelle de traitement qui est de 2 à 3 semaines. Des échecs et des rechutes qui sont rapportés dans la littérature. Toujours difficile de savoir ce qu'on entend par là, toujours difficile de savoir quel est le lien vraiment avec l'antibiothérapie, possiblement des échecs plus fréquents avec la doxycycline en raison du caractère bactériostatique, mais les données sont assez discordantes en fonction des études. Et c'est voilà, des choses qui sont un peu, je pense, à relativiser. En tout cas, en cas d'adénite suppurée, il y a régulièrement besoin d'avoir un recours à la chirurgie pour faire une exérèse. Est-ce que c'est un échec de l'antibiothérapie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est assez régulier. Dans les séries, il y a facilement 30% des patients avec des adénopathies qui nécessitent une exérèse.
Alors en Europe, qu'est-ce qu'il en est de la tularemie? Et puis en France, donc, sur ce papier publié il y a quelques années qui reprenait 20 ans de tularemie en Europe, de 92 à 2012, on voit qu'il y avait 18 000 cas, avec quasiment la moitié qui était répartie entre la Suède et la Finlande, pas mal également en Turquie, Hongrie, République tchèque. Mais on voit que d'une année sur l'autre, en fait, la répartition des cas est extrêmement variable parce qu'il y a certains pays qui se mettent à surveiller de manière un peu plus régulière, d'autres un peu moins. Il y a une grosse hétérogénéité des systèmes de surveillance. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement comment analyser cette épidémiologie européenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France représente là-dedans une toute petite partie des cas déclarés dans ce papier. En France, on a commencé en 2002 la déclaration obligatoire. Ce premier papier publié en 2014 sur 433 cas déclarés montrait une répartition qui était finalement très variable d'une région à l'autre, avec à l'époque dans l'Ouest pas du tout ou très peu de cas déclarés, malgré probablement une sous-estimation de l'incidence. Et on voit que le nombre de cas restait relativement faible et fluctuant un peu d'une année sur l'autre. Et puis en 2018, les données ont été actualisées par Santé publique France, avec là aussi, grosso modo, quelques dizaines de cas par an, un peu variables d'une année sur l'autre, avec évidemment toutes les limites de la sous-déclaration éventuelle. Deux séries qui ont été publiées qui reprenaient les cas identifiés. Une série publiée par le CNR sur les tularémies diagnostiquées de 2006 à 2010, 101 cas, une répartition avec une légère prédominance masculine. On voit sur la carte que dans l'ouest, il n'y avait absolument aucun cas rapporté, dans le centre et le sud-est, pas grand-chose non plus, et que, enfin, quand je dis dans l'ouest, dans la Bretagne, ça, considérer éventuellement que c'est un peu l'ouest de la France, mais et principalement des formes ganglionnaires et oropharyngées, plus de 3/4 des cas, quelques pneumonies et formes typhoïdiques, un mode de contamination qui était inconnu dans quasiment la moitié des cas, et globalement, on voit qu'il y a très peu de gravité. Il y avait eu un décès, mais chez un homme de 95 ans, qui avait une forme typhoïdique, donc on ne sait pas quel était son terrain, mais enfin, à cet âge-là, on se dit qu'il peut potentiellement avoir des pathologies à déstabiliser. Tous les patients avaient reçu une antibiothérapie et on voit déjà que sur les 100 cas, dont 78 formes ganglionnaires et oropharyngées, il y avait 19 patients qui avaient nécessité une adénectomie. Une deuxième série publiée par l'équipe marseillaise de 2008 à 2017, 177 cas. Là, on voit que la répartition géographique n'est pas tout à fait la même, même si dans l'Ouest en général, on a pas mal de cas. On voit dans certaines des régions qui n'avaient pas de cas dans la série du CNR, une émergence avec en Bretagne une quinzaine de cas, en Occitanie également quelques cas, et sur ces 177 cas, une nette prédominance masculine, 123 hommes pour 54 femmes. Là aussi, des formes ganglionnaires prédominantes, mais quand même quelques formes pulmonaires, 18%, et formes typhoïdiques. Pas de décès, quasiment tous les patients avaient reçu une antibiothérapie active, et là aussi 30% avaient nécessité une adénectomie chirurgicale. Et alors dans l'Ouest, donc en Bretagne, on voit l'incidence augmenter. Si on regarde les données de déclaration de 2018, on voit que dans le Grand Ouest, ça commence à monter tranquillement. Et si on regarde les déclarations obligatoires de 2011, temporairement, de 2011 à 2021, on voit qu'il y avait très peu de cas déclarés les premières années. Globalement, depuis 2018, on voit un peu plus de cas. la flèche, un peu plus. On voit un peu plus de cas depuis
jusqu'à 20 cas en 2021. Et puis en 2022, au mois de mai, on est déjà à une quinzaine de cas répertoriés. On a actuellement Pascal Jolivet qui fait son travail de Master 2 sur nos cas, là, et donc, sur 66 patients pour lesquels il a des données cliniques assez larges. Et on voit que sur ces 66 premiers patients, donc, il y a une nette prédominance masculine, 51 hommes pour 15 femmes. 22 des patients ont été hospitalisés, et ce qui ressort, c'est le nombre de formes pulmonaires qui contraste très fortement avec ce qu'on voyait dans la littérature auparavant, parce qu'on en a 39, 59%, la majorité de nos cas de tularemie, c'est des formes pulmonaires. Alors, il y a sûrement aussi un biais de diagnostic et de recrutement. Néanmoins, il y en a beaucoup par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature. Et puis, le problème de ces formes pulmonaires, c'est qu'elles sont régulièrement responsables d'une errance diagnostique assez importante, si on n'y pense pas. J'ai illustré ça par un cas clinique d'un patient qu'on avait eu à l'hôpital, un homme de 39 ans qui est pris en charge pour une découverte de pleurésie gauche et puis de nodules pulmonaires sur le scanner, hypermétabolique au PET scan avec adénopathie médiastinale. Il a une ponction pleurale, un LBA, puis une biopsie sous scanner. Tout ça revient négatif, il n'y a pas de diagnostic. La biopsie sous scanner du nodule montre des remaniements inflammatoires non spécifiques. Il a un nouveau scanner qui est globalement stable. Et puis finalement, il a une chirurgie pour à la fois un talcage et une biopsie d'un nodule. Le nodule répond granulome avec nécrose caséeuse, forte suspicion de tuberculose. La PCR-BK et les cultures reviendront toutes négatives. Néanmoins, devant cette lésion, ces lésions parenchymateuses pleurésiques qui persistent, le patient bénéficie d'un traitement par antituberculeux pendant 6 mois, avec une très bonne évolution, et puis un TEP en fin de traitement qui est complètement normalisé. Et puis 2 ans après, on se repenche un peu sur le dossier à l'aune de cette modification de l'épidémiologie, en disant c'est quand même bizarre que rien n'est poussé. On lui fait une sérologie de tularemie qui est très fortement positive, avec un titre à 640. Le laboratoire d'Anapat nous ressort le bloc paraffiné, qui est déparafiné, envoyé au CNR pour une PCR, et la PCR revient positive à francisella tularensis, permettant d'infirmer le diagnostic de tuberculose chez ce patient qui a donc été suivi, traité pendant un certain temps, et chez qui il y a eu d'autres conséquences d'un point de vue personnel de ce prise en charge de tuberculose qui ont été un peu embêtantes. Donc voilà, grosse errance diagnostique là-dessus. Vous verrez tout à l'heure sur la présentation de Pauline la description de plusieurs cas de forme de tularemie pulmonaire avec les problèmes de diagnostic différentiel. Et puis, pour terminer sur les prélèvements et puis les formes des escarres, des formes de tularemie, l'intérêt de prélever les escarres, 2 patients qu'on a eu dans le service, un homme et une femme avec des morsures de tique probables au niveau du mollet, et puis escarres d'inoculation. Et puis 2 autres personnes qui ont été plutôt en contact avec des rongeurs sur des travaux de jardinage, avec des escarres d'inoculation au niveau des doigts. Ces 4 patients, donc 2 hommes, 2 femmes, étaient fortement exposés au milieu extérieur, à randonnée, VTT, jardinage, chasse, etc. Avaient des tableaux de fièvre, et puis certains de céphalées, sueur, etc. Et des adénopathies satellites axillaires ou inguinales en fonction des localisations des portes d'entrée. Les 4 ont eu une PCR sur escarre, et les 4 PCR sur escarre étaient positives à francisella tularensis, permettant de poser le diagnostic. Et de manière assez intéressante, les sérologies chez 3 de ces patients étaient négatives au moment de la prise en charge. Alors, c'était avant qu'on mette en place le dépistage sérologique à Quimper, qui a l'air d'être assez précoce et très, très sensible. Mais en tout cas, voilà, les sérologies étaient revenues négatives, et probablement que les PCR ont permis de faire un diagnostic beaucoup plus précoce que ce qu'on aurait eu si on avait attendu la séroconversion. Et puis, l'autre intérêt d'aller prélever les escarres, c'est qu'il n'y a pas que la tularemie dans la vie. Une patiente là, de 69 ans qui a une morsure de tique au niveau de l'avant-bras gauche en été, qui développe une fièvre, une éruption, une adénopathie axillaire, avec une PCR sur l'escarre qui revient positive à Bartonella encellae. Donc, autre diagnostic de maladie vectorielle. Et puis, un patient qu'on a eu assez récemment dans le service, un homme de 64 ans, qui va faire une balade le long du canal de Nantes à Brest, qui va marcher dans les hautes herbes,
et qui, le soir, en sortant de là, constate 2 escarres, une au niveau de l'avant-bras droit et une au niveau de la cheville gauche, avec un tableau de fièvre à 38,5 qui apparaît assez rapidement, chez un patient qui rapporte quand même quelques semaines auparavant un safari photo en Afrique du Sud avec rien à signaler sur place, pas de lésions cutanées, pas de contact avec des bestioles ou rien du tout. Donc on lui fait ses écouvillons d'escar et sa ponction. Et puis en fait, la sérologie et la PCR reviennent positives à Rickettsia africae. Pourtant, on aurait bien parlé sur une tularanie pour ce malade, mais en l'occurrence, c'était pas ça. Voilà, donc en conclusion, la tularanie, c'est une maladie, je ne vais pas dire émergente, mais en tout cas réémergente, qui est probablement sous-diagnostiquée et sans doute qu'une partie, chez nous en tout cas, de l'augmentation d'incidence vient d'une meilleure sensibilisation des cliniciens, de prélèvements beaucoup plus ciblés, d'un diagnostic qui va assez facilement s'orienter vers la tularanie. Mais il y a en tout cas certainement un intérêt à surveiller l'épidémiologie et puis y penser assez facilement quand on voit qu'on en a dans le coin, notamment des formes pulmonaires. Il y a également des formes qui sont asymptomatiques ou polysymptomatiques. On a eu des patients avec des sérologies qui ont été faites après des tableaux finalement pas très marqués qui étaient très positifs. Donc, on s'est posé la question de l'intérêt d'une enquête de séroprévalence dans notre territoire, qui pour l'instant est toujours en cours de discussion. Et puis, il n'y a pas que à Quimper, l'incidence augmente un peu partout en Bretagne Sud. On discute avec les collègues de Lorient et de Vannes depuis déjà quelques années qui ont pas mal de cas aussi. Et donc, il y a un travail en cours pour essayer de colliger les cas sur le Morbihan et le Finistère Sud pour essayer d'identifier un peu des patterns communs. La transmission vectorielle est connue de longue date, mais le rôle des tiques spécifiquement est un peu plus incertain en France et dans notre région. Pareil, on avait évoqué l'idée d'aller faire une étude par PCR sur les tiques recueillies dans notre territoire pour essayer de voir si ça pouvait se corréler à cette augmentation d'incidence. Et dans tous les cas, le pronostic est assez favorable ou très favorable, sous réserve de quelques patients qui ont besoin d'une adélectomie chirurgicale. Et l'impact de l'antibiothérapie, dans notre expérience, n'est pas forcément évident à mettre en évidence, si j'ose dire. On a pas mal de patients finalement qui sont diagnostiqués a posteriori et qui ont parfaitement guéri en dehors de toute prise en charge médicale. Voilà, merci beaucoup.